ce soit. J'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pas une théorie du complot, c'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui se passe en ce moment même, sous tes pieds, au-dessus de ta tête, et autour de toi, et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Tu sais ce truc qu'on dit parfois, que la Terre est une machine parfaitement huilée, stable, prévisible, solide? Oublie ça. Parce que depuis quelques années, les scientifiques observent des anomalies. Des vraies. Des anomalies qui ne devraient pas exister selon nos modèles. Et la chose la plus troublante dans tout ça, c'est pas l'anomalie elle-même, c'est que plusieurs d'entre elles arrivent en même temps, simultanément. Comme si quelque chose changeait. Je vais te poser une question simple. Combien de millisecondes dure une journée? Tu vas me dire 24 heures, évidemment. Oui, bien sûr. Mais en millisecondes précises, tu sais pas. Et c'est normal. Moi non plus, je savais pas. Sauf que les physiciens, eux, ils savent. Ils mesurent ça depuis des décennies avec des horloges atomiques d'une précision absolument effrayante. Et le 29 juin 2022, quelque chose d'absolument inhabituel s'est produit. Ce jour-là, la Terre a bouclé une rotation complète en 1,59 millisecondes de moins que la normale. 1,59 millisecondes. Ça paraît ridicule comme chiffre. Sauf que c'était le jour le plus court jamais enregistré depuis qu'on a commencé à mesurer avec des instruments atomiques. Le plus court dans toute l'histoire de la mesure scientifique. Et ce que les scientifiques ont découvert ensuite, c'est encore plus déroutant. Parce que c'était pas un accident, c'était pas un bug de mesure, c'était réel, et c'était pas la première fois. Les années 2020 et 2021 ont toutes les deux battu des records de journées courtes. La Terre accélère, discrètement, légèrement, mais elle accélère. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Alors voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va enquêter. On va assembler les pièces d'un puzzle qui, si tu les regardes séparément, semble anodine. Mais si tu les mets côte à côte, une image émerge. Une image qui soulève des questions auxquelles la science n'a pas encore toutes les réponses. Pendant des décennies, on a appris une chose à l'école. La Terre tourne. La Terre a un champ magnétique. La Terre a un noyau de fer en fusion. Tout ça, c'est stable, rassurant, solide. Le genre de fait qu'on intègre et qu'on oublie aussitôt parce qu'il ne pose aucun problème. Et pendant longtemps, c'était vrai. Enfin, peut-être pas entièrement vrai. Mais c'était la version commode. Voilà ce que la plupart des gens croient encore. La Terre tourne à une vitesse à peu près constante, son champ magnétique protège la vie, et son noyau interne tourne tranquillement depuis des milliards d'années dans son coin. Un système parfait, verrouillé, imperturbable. Sauf que depuis le milieu des années 2010, les données ne collent plus. Et c'est pas une seule donnée qui pose problème, c'est plusieurs, dans des domaines complètement différents. Comme si la Terre, et je sais que ça sonne bizarre, comme si la Terre était en train de changer de comportement. Laisse-moi te raconter comment les scientifiques ont commencé à s'en apercevoir. Et ça commence avec quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé observer depuis l'espace. En 2002, l'Agence spatiale européenne et la NASA ont lancé conjointement 2 satellites jumeaux appelés GRASS, ce qui signifie Gravity Recovery and Climate Experiment. Ces 2 engins spatiaux volaient en formation à environ 500 km d'altitude, séparés l'un de l'autre par environ 200 km. Et leur mission était simple en apparence, mesurer les variations infimes du champ gravitationnel terrestre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la gravité d'une planète n'est pas uniforme. Elle dépend de la distribution des masses en dessous. Là où il y a plus de matière, une montagne, une couche géologique dense, une nappe phréatique, la gravité est légèrement plus forte. Là où il y a moins de matière, une zone d'érosion, un désert de glace en train de fondre, elle est légèrement plus faible. Et GRASS pouvait détecter ces variations avec une précision absolument hallucinante. Un changement de masse de l'ordre de quelques centimètres d'eau sur une zone de la taille de la France. Et les satellites le voyaient. Au départ, les données étaient fascinantes mais attendues. On voyait les saisons modifier la distribution de l'eau à la surface. On voyait les glaciers perdre de la masse. On voyait les bassins sédimentaires se remplir et se vider. Tout ça était dans les prévisions. Et puis, en analysant plusieurs années de données, quelque chose d'inattendu est apparu. Pris isolément, ce résultat semblait anodin. Mais il cachait quelque chose de beaucoup plus grand. Les satellites GRASS avaient détecté des anomalies gravitationnelles persistantes dans certaines régions du globe. Des zones où la masse semblait fluctuer de manière irrégulière, sur des cycles qui ne correspondaient pas aux saisons, pas aux précipitations, pas aux glaciers. Des zones où quelque chose de plus profond semblait bouger. Et quand les géophysiciens ont commencé à croiser ces données avec d'autres observations, là ça a commencé à devenir vraiment intéressant. Parce qu'il y avait un endroit en particulier qui revenait encore et encore dans les données. Un endroit au-dessus de l'Atlantique Sud. Un endroit que les géophysiciens connaissaient déjà sous un autre nom et pour une toute autre raison. On l'appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud, ou SAA en anglais South Atlantic Anomaly. Et c'est peut-être l'une des choses les plus étranges qui existent sur Terre en ce moment. Voilà le contexte.
La Terre est entourée d'un champ magnétique. Ce champ est généré par le mouvement du fer liquide dans le noyau externe de la planète, une gigantesque dynamo naturelle à plusieurs milliers de kilomètres de profondeur. Ce champ magnétique crée une sorte de bouclier invisible autour de la Terre. Il dévie les particules chargées émises par le Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire. Sans lui, ces particules bombarderaient la surface de la Terre en permanence, rendant peut-être la vie telle qu'on la connaît impossible. C'est un mécanisme de protection fondamental. Or, dans une région qui couvre environ un tiers de l'hémisphère sud, centrée quelque part entre le Brésil et l'Afrique du Sud, ce bouclier est défaillant. Et quand je dis défaillant, je veux dire le champ magnétique dans cette zone est environ 30% plus faible que partout ailleurs à la même altitude. 30%, c'est énorme. C'est comme si tu avais une armure qui protège tout ton corps. Sauf une zone où le métal n'a qu'un tiers de son épaisseur habituelle. Les conséquences ? Elles sont concrètes et mesurables. Les satellites qui passent au-dessus de cette zone subissent des anomalies électroniques. Les pannes informatiques à bord augmentent significativement. La NASA et l'ESA ont dû programmer leurs engins spatiaux pour désactiver certains systèmes sensibles quand ils traversent cette zone. La Station spatiale internationale, la ISS, subit régulièrement des erreurs de mémoire dans ses ordinateurs quand elle passe au-dessus de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les astronautes à bord voient parfois des éclairs dans leur vision périphérique des phosphènes causés par des particules énergétiques qui traversent leurs yeux même quand les yeux sont fermés. Même dans le noir absolu. C'est réel, c'est documenté. Et c'est pas nouveau, cette anomalie existe depuis qu'on la mesure. Mais voilà ce qui change. Elle s'étend. Et elle s'approfondit. Depuis les années 2000, des études publiées notamment dans le journal Geophysical Research Letters ont montré que la SAA dérive vers l'ouest à une vitesse d'environ 20 km par an. Et surtout, son intensité diminue progressivement. Le champ dans cette zone devient de plus en plus faible. Et depuis environ 2020, les chercheurs ont observé quelque chose de nouveau. L'anomalie semble se diviser. Une deuxième zone d'affaiblissement est apparue à l'ouest de la principale, comme si l'anomalie se fractionnait, comme si elle se développait. Dis-moi, est-ce que tu commences à ressentir cette impression que les pièces du puzzle sont là, devant toi, mais que tu ne vois pas encore le tableau complet ? Parce qu'on est exactement dans ce moment. Et ce n'est que le début. Il faut qu'on parle du pôle nord magnétique. Pas le pôle géographique, ça c'est fixe. Le pôle magnétique. Celui vers lequel ta boussole pointe vraiment. Ce pôle bouge. Il a toujours bougé, légèrement, depuis qu'on le mesure. Les premières mesures précises datent de 1831, quand l'explorateur britannique James Clark Ross l'a localisé pour la première fois au nord du Canada. À cette époque, il se trouvait dans l'archipel arctique canadien. Au XXe siècle, il a continué à dériver vers le nord, vers l'océan Arctique, à une vitesse d'environ 15 km par an, relativement lente, prévisible. Les cartes de navigation pouvaient être mises à jour tranquillement tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et puis, quelque chose a changé vers la fin des années 90, début 2000. Le pôle a commencé à accélérer, pas légèrement, de manière dramatique. Il est passé de 15 km par an à 30 km par an, puis 40, puis 50. 55 km par an, vers 2010 à 9. Il a quitté le Canada, traversé l'Arctique, et il se dirige maintenant vers la Sibérie à toute vitesse. Tellement vite que le World Magnetic Model, le modèle mathématique qui sert de référence mondiale pour la navigation, les GPS militaires, les boussoles électroniques, l'orientation des avions, a dû être mis à jour en urgence en janvier 2010 à 9, un an avant sa date normale de mise à jour prévue. Une mise à jour d'urgence. Pour un modèle géomagnétique. Tu réalises ce que ça signifie ? Les applications de navigation sur ton téléphone, les systèmes de guidage des avions, ils étaient en train de dériver par rapport à la réalité. Et là, la vraie question émerge. Pourquoi ? Pourquoi le pôle accélère-t-il maintenant, après des décennies de dérive tranquille ? Les géophysiciens ont une théorie. Et elle est fascinante. Sous le Canada et la Sibérie, à la frontière entre le noyau externe liquide et le manteau solide, des modèles de flux du fer liquide semblent avoir changé. Comme si deux courants de convection dans le noyau liquide, deux sortes de tourbillons géants dans le métal en fusion, étaient en compétition. Un courant canadien et un courant sibérien. Et depuis la fin du XXe siècle, le courant sibérien aurait pris le dessus, entraînant le pôle magnétique vers lui. Petit bémol, je peut-être me trompe sur certains détails de la modélisation, tu peux me corriger en commentaire si tu as des sources plus précises, mais le mécanisme général est celui-là. Et voilà le détail qui m'a personnellement arrêté net quand j'ai lu ça. Ces modèles de flux dans le noyau, ils sont liés à ce que j'ai mentionné au début. La rotation de la Terre. On revient aux journées courtes. Parce que c'est là que tout commence à se connecter d'une façon qui donne vraiment à réfléchir. La Terre ne tourne pas comme une toupie parfaite dans le vide.
Elle interagit constamment avec plusieurs systèmes qui accélèrent ou ralentissent légèrement sa rotation. Les marées océaniques causées par la Lune ralentissent la Terre sur des millions d'années et on peut effectivement mesurer que la Lune s'éloigne de quelques centimètres par an en compensation. Les glaciers qui fondent redistribuent la masse depuis les pôles vers les océans, ce qui modifie le moment d'inertie de la planète, un peu comme un patineur qui écarte les bras pour ralentir ou les rapproche pour accélérer. Mais depuis 2010 à 9, 2020, 2021, 2022, la Terre accélère de manière qui dépasse ce que ses effets connus peuvent expliquer. L'excès est petit, on parle de fractions de millisecondes, mais il est réel et il persiste. Et certains chercheurs, notamment une équipe publiée dans la revue Nature Géosciences en 2023, ont évoqué une hypothèse troublante. Une partie de cette accélération pourrait venir de changements dans le flux du noyau externe, du même noyau externe qui semble déjà en train de modifier le comportement du pôle magnétique. Autrement dit, la même région, le même système profond, serait en train de jouer sur deux tableaux à la fois. Sur le magnétisme et sur la rotation. Tu vois le schéma qui émerge, mais il y avait un problème. Un détail que personne ne pouvait vraiment expliquer proprement. Novembre 2010 à 8. Les sismographes du monde entier enregistrent quelque chose. Un signal sismique. Mais pas un tremblement de terre, il n'y a pas de choc initial caractéristique. Pas d'onde P, pas d'onde S. Juste un bourdonnement. Une vibration monotone, sinusoïdale, d'une fréquence remarquablement pure, environ 10 à 7 secondes par cycle. Ce signal a voyagé autour de la Terre. Il a été détecté à Hawaï, au Kenya, au Chili, en Nouvelle-Zélande, au Canada, partout, pendant plus de 20 minutes. Et personne ne savait ce que c'était. Les premiers à le détecter étaient des amateurs qui surveillaient des réseaux de sismomètres en temps réel sur Internet. Un utilisateur du nom de Émile Massin a posté sur Twitter, aujourd'hui X, en demandant si quelqu'un d'autre avait vu ça. Et la communauté scientifique s'est réveillée. Les sismologues ont passé des mois à analyser ce signal. L'origine semblait pointer vers une île volcanique dans l'archipel des Comores, dans l'océan Indien, à quelques kilomètres au large de la côte nord de Mayotte. Mais ce qui s'y passait exactement, c'est là que ça devenait vraiment étrange. Il n'y avait pas eu de tremblement de terre à cet endroit, pas de volcan en éruption visible, pas d'événement détectable en surface. Ce que les chercheurs ont fini par comprendre, et c'était une découverte en soi, c'est qu'un magma géant était en train de se déplacer sous le plancher océanique. Une intrusion magmatique colossale. Quelque chose comme 5 km3 de magma avait bougé en profondeur, en quelques mois, creusant une nouvelle chambre volcanique sous-marine. Et c'est ce mouvement de masse colossal, lent, visqueux, qui avait généré ces vibrations si particulières. La découverte était fascinante. Mais les chercheurs ont remarqué quelque chose d'autre dans les données qui les a laissés perplexes. La fréquence de ce signal 10 à 7 secondes était remarquablement proche de certaines résonances naturelles de la Terre elle-même, les oscillations propres du globe. Et dans les mois suivants, d'autres signaux similaires ont été détectés en d'autres points du globe, plus discrets. Mais là, est-ce que tu penses que ces signaux sont liés aux autres anomalies qu'on vient de voir? Je ne suis pas sûr moi-même de la réponse, peut-être que non, peut-être qu'il y a une connexion qu'on n'a pas encore comprise. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Il faut maintenant qu'on parle du noyau interne, parce que c'est là que ça devient vraiment... comment dire, vertigineux. La Terre, si tu la coupes en deux, c'est comme un œuf à plusieurs couches. La croûte en surface mince, fragile, entre 5 et 70 km selon les endroits. Le manteau en dessous épais, rocheux, mais capable de couler très lentement sur des millions d'années. Puis le noyau externe liquide, principalement du fer et du nickel, avec des températures proches de 5000 degrés Celsius, c'est, à dire comparable à la surface du Soleil. Et tout au centre, à 6360 et 11 km sous tes pieds, le noyau interne. Une boule solide de fer de presque 2400 km de diamètre. Aussi chaude que le noyau externe, mais maintenue solide par la pression incroyable qui s'exerce dessus. Maintenant, voici la partie fascinante. Ce noyau interne, il tourne, ou plus exactement, il tournait différemment du reste de la planète. Les études sismologiques des années 90 et 2000 avaient établi que le noyau interne tournait légèrement plus vite que le manteau et la croûte d'environ 1 degré par an de plus. Ce phénomène s'appelle la superrotation du noyau interne. Et puis, en 2023, une étude publiée dans la revue Nature Géosciences par les chercheurs Yi Yang et Xiaodong Song de l'Université de Pékin a annoncé quelque chose de stupéfiant. Selon leurs analyses de signaux sismiques identiques enregistrés sur plusieurs décennies, des signaux qui avaient traversé le noyau interne dans les mêmes directions, la superrotation aurait ralenti. Et peut-être s'être arrêtée. Voire inversée. Arrêtée. Inversée. Le noyau interne de la Terre, une boule de fer solide de 2400 km de diamètre, serait en train de changer de régime de rotation. La réaction de la communauté scientifique a été immédiate.
Certains chercheurs ont contesté l'interprétation des données, d'autres ont publié des études de confirmation. Le débat n'est pas complètement clos. Et c'est normal en science, les grandes découvertes passent toujours par cette phase de friction, de validation, de contradiction. Je dis pas que c'est définitif, mais je dis que le signal est là, et qu'il est perturbant. Parce que si le noyau interne ralentit ou change de comportement, qu'est-ce que ça implique pour le noyau externe, pour la dynamo qui génère notre champ magnétique? Est-ce que c'est une des causes de l'affaiblissement de la SAA? Est-ce que c'est lié à l'accélération de la rotation de la planète? Et surtout, et c'est la question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude, est-ce que tout ça annonce quelque chose de plus grand? Voilà, on arrive au moment où les scientifiques ont assemblé assez de données pour avancer une hypothèse sérieuse. Et cette hypothèse, quand elle est formulée clairement, elle laisse une impression très particulière. Certains géophysiciens pensent que ce qu'on observe l'affaiblissement de la SAA, l'accélération du déplacement du pôle magnétique, les possibles changements dans le comportement du noyau interne, tout ça pourrait être les premiers signes d'une inversion géomagnétique. Une inversion géomagnétique, ça signifie que le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique de la Terre échangent leur position. Le nord devient le sud devient le nord. Et c'est quelque chose qui s'est produit des centaines de fois dans l'histoire de la Terre. On peut le lire dans les roches volcaniques, quand la lave se solidifie, les minéraux magnétiques s'orientent selon le champ magnétique du moment et conservent cette orientation pour des millions d'années. Les géologues peuvent littéralement lire l'histoire du champ magnétique dans les couches de lave. La dernière inversion complète, appelée l'inversion de Brunès-Matuyama, a eu lieu il y a environ 780 000 ans. On est donc largement dans les délais pour que ça se reproduise, statistiquement parlant. Et là, évidemment, la première question qui vient à l'esprit, et dis-moi en commentaire si toi aussi tu te la poses, c'est qu'est-ce qui se passe pendant une inversion? Parce que pendant la transition, le champ magnétique ne s'inverse pas d'un coup. Il passe par une période qui peut être durée des milliers d'années, peut-être davantage, pendant laquelle il s'affaiblit de manière significative. Des estimations suggèrent que le champ global pourrait perdre jusqu'à 60 à 80% de son intensité pendant la transition. Et pendant ce temps, la protection contre le vent solaire et les rayons cosmiques serait considérablement réduite. Concrètement, les aurores boréales seraient visibles à des latitudes bien plus basses. Des perturbations électromagnétiques pourraient affecter nos infrastructures. L'électronique exposée au vent solaire deviendrait vulnérable. Mais ce serait catastrophique pour la vie, et là, les scientifiques sont nuancés. Et leur nuance est à la fois rassurante et dérangeante. La réponse courte, c'est « peut-être pas », ou du moins, pas nécessairement de la façon dramatique qu'on pourrait craindre. Des inversions ont eu lieu pendant que des espèces complexes existaient sur Terre. Les Néandertaliens, Homo sapiens, on a traversé ces périodes. La vie a continué. Il n'y a pas de trace d'extinction de masse clairement attribuable à une inversion géomagnétique dans le registre fossile. C'est un point important. Mais, et c'est un mais de taille, aucune inversion ne s'est produite dans un monde qui possédait des satellites, des réseaux électriques continentaux, des systèmes de navigation par GPS, des câbles sous-marins de communication reliant tous les continents. Notre civilisation technologique est extraordinairement dépendante de l'électromagnétisme stable. Une période d'affaiblissement prolongé du champ magnétique serait un stress considérable pour cette infrastructure. Mais voilà ce que j'avais pas vu venir quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et c'est là qu'une découverte récente a complètement changé le tableau. En 2022, des chercheurs ont publié une analyse d'un événement géologique qu'on appelle l'excursion de Lachan. C'était il y a environ 42 000 ans. Pas une inversion complète, mais une excursion, une période où le champ magnétique s'est effondré à environ 6% de son intensité actuelle pendant environ 1 millier d'années. 6%? Cette étude publiée dans Science par Alan Cooper et ses collègues a corrélé cet effondrement avec une série d'événements paléoclimatiques et archéologiques d'une façon qui a fait beaucoup parler d'elle. Pendant cette période d'effondrement magnétique, les aurores étaient probablement visibles jusqu'aux tropiques. La Terre a été exposée à une dose nettement plus élevée de rayonnement cosmique et solaire. Et voilà ce qui s'est passé à la même époque. Des extinctions d'espèces en Australie, des changements brutaux dans les communautés végétales, la disparition des Néandertaliens, l'apparition en Europe des premières peintures rupestres complexes, peut-être parce que les humains passaient plus de temps dans des grottes pour se protéger de l'environnement extérieur. Peut-être. Est-ce que tout ça est lié? Est-ce que l'effondrement du champ magnétique a eu un rôle dans ces changements? La corrélation temporelle existe, mais une corrélation n'est pas une causalité. Et les auteurs eux-mêmes sont prudents. Je suis prudent. Mais les données sont là, et elles méritent d'être prises au sérieux. Surtout quand le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, a commencé à livrer des données qui apportent un éclairage complètement inattendu sur tout ça. Attends. Je sais ce que tu te dis. Quel rapport entre James Webb, un télescope qui regarde les galaxies lointaines, et les exoplanètes et les anomalies magnétiques de la Terre? Le lien est indirect mais fascinant,
Et c'est peut-être le retournement le plus surprenant de toute cette histoire. James Webb a observé plusieurs exoplanètes avec une précision sans précédent. Et parmi les questions que les astronomes explorent avec ces observations, il y en a une qui revient constamment. Qu'est-ce qui distingue une planète habitable d'une planète inhospitalière? Quelles conditions sont nécessaires pour que la vie puisse exister? Et les réponses pointent de plus en plus vers le champ magnétique comme facteur crucial. Les planètes de taille comparable à la Terre qui orbitent près de leur étoile sans champ magnétique détectable semblent avoir perdu leur atmosphère. Les particules chargées de leur étoile les ont progressivement dépouillées de leur gaz protecteur. Mars est un exemple que tu connais peut-être. Mars a un noyau qui a refroidi, qui ne génère plus de champ magnétique global, et son atmosphère est devenue un désert de particules ténues. Il y a des milliards d'années, peut-être, Mars avait des océans, une atmosphère plus dense, et peut-être les conditions pour la vie. Ce que James Webb nous dit indirectement, c'est que le champ magnétique n'est pas un accessoire, c'est une condition fondamentale. C'est ce qui permet à une planète de conserver son atmosphère, d'abriter de l'eau liquide, de maintenir les conditions dans lesquelles la vie complexe peut évoluer sur des milliards d'années. Et notre champ magnétique en ce moment est en train de s'affaiblir. Pas catastrophiquement, pas demain matin. Mais la tendance est là, mesurée, documentée, réelle. Le champ magnétique terrestre a perdu environ 9% de son intensité moyenne au cours des 170 dernières années depuis qu'on le mesure systématiquement. 9% en moins de 2 siècles. Évidemment, la valeur de référence fluctue, et ça ne veut pas dire que la tendance continuera au même rythme. Mais ça méritait d'être dit. Alors où en sont les scientifiques aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait vraiment et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? La vérité honnête, c'est qu'on a des modèles très sophistiqués. On a des simulations numériques du noyau terrestre qui tournent sur des supercalculateurs et qui reproduisent certaines caractéristiques des inversions géomagnétiques. On a des données satellitaires de la constellation Swarm de l'ESA, 3 satellites lancés en 2013 spécifiquement pour cartographier le champ magnétique avec une précision sans précédent. On a des réseaux sismiques mondiaux, on a des centaines d'années d'observations accumulées. Et pourtant, aucun de nos modèles ne peut prédire précisément quand une inversion se produira, ni combien de temps elle prendra, ni quelle sera l'intensité minimale du champ pendant la transition. Les inversions dans le passé ont duré entre quelques centaines et quelques dizaines de milliers d'années. La variabilité est immense. Aucun modèle ne peut expliquer complètement pourquoi le pôle magnétique a soudainement accéléré dans les années 2010. Aucun modèle ne peut dire avec certitude si le noyau interne est effectivement en train de changer de comportement rotationnel ou si c'est un artefact des méthodes de mesure. Aucun modèle ne prédit parfaitement les détails fins de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Nous sommes dans une période où les observations s'accumulent plus vite que les théories ne peuvent les absorber. Et ça, dans l'histoire des sciences, c'est souvent le signe qu'une révision conceptuelle profonde se prépare. Voilà ce qui m'a vraiment arrêté dans mes recherches sur ce sujet. Et j'ai peut-être du mal à le formuler complètement, mais je vais essayer. On a une tendance naturelle à voir la Terre, comme un décor, un fond stable, sur lequel l'histoire de la vie se déroule. La planète est là, elle tourne, elle a un champ magnétique, elle est chaleureuse grâce au soleil. Tout ça, c'est le fond. Et nous, la vie, les civilisations, l'histoire humaine, sommes les personnages au premier plan. Mais ce qu'on découvre, peu à peu, c'est que le décor est vivant, que la Terre est un système dynamique, en constante évolution, avec ses propres cycles, ses propres changements de phase, ses propres surprises. Que le noyau de fer liquide, qui tourne à plusieurs milliers de kilomètres sous tes pieds, n'est pas un mécanisme figé. C'est un fluide turbulent, chaotique à certaines échelles, avec des tourbillons géants qui se forment, s'éteignent, se réorganisent. Et nous, à la surface, on est absolument dépendant de ces mécanismes profonds. Le champ magnétique qui protège nos satellites, nos réseaux électriques, la couche d'ozone qui filtre les UV, l'atmosphère que nous respirons, tout ça, est maintenu en partie par des processus qui se déroulent au cœur même de la planète. Ce n'est pas une menace imminente, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un rappel que notre monde n'est pas aussi stable qu'il en a l'air depuis la fenêtre de nos quotidiens. Il y a une dernière chose que je veux te dire avant de conclure. Et c'est la partie qui m'a vraiment donné à réfléchir longtemps après avoir terminé mes recherches. En 2023, l'ESA a publié une mise à jour basée sur les données Swarm. Et dans cette mise à jour, ils ont confirmé quelque chose qu'ils surveillaient depuis plusieurs années. Il semble exister une structure dans le noyau externe de la Terre, un genre de jet stream de fer liquide qui circule à la frontière entre le noyau externe et le manteau à environ 2900 km de profondeur qui aurait significativement changé de vitesse au cours des 30 à 40 dernières années. Ce jet stream de fer liquide. Pense à ça une seconde. Il y a, à 2900 km sous tes pieds, un courant de métal en fusion qui circule, qui accélère, qui se modifie. Et les variations de ce courant se reflètent, de façon complexe et encore mal comprise, dans les variations du champ magnétique à la surface, dans les déplacements du pôle, dans les anomalies comme la SAA,
Et voilà la connexion la plus fascinante que j'ai trouvée dans toute cette investigation. Les variations de ce jet stream, selon certains modèles, pourraient avoir un cycle d'environ 60 à 70 ans. Certains chercheurs l'ont mis en relation avec des cycles climatiques de surface, avec des variations dans la durée des jours mesurées sur des décennies, avec des fluctuations de l'activité sismique, un cycle profond, lent, planétaire. Peut-être que ce que nous observons aujourd'hui, l'accélération du pôle, l'affaiblissement de la SAA, les journées légèrement plus courtes, tout ça est une phase d'un cycle qui dépasse notre échelle de temps habituelle. Peut-être qu'on est en train de monter vers un pic de quelque chose, ou d'en descendre. Peut-être qu'on est au milieu d'une transition qui s'est déjà produite des centaines de fois et que la Terre traverse avec l'indifférence tranquille d'un système qui a vu des choses bien plus violentes que nous. Peut-être. Ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est pas la question de savoir si c'est dangereux, c'est la question plus fondamentale que ça soulève. On vit sur une planète, pas sur un sol mort, pas sur une roche froide, sur une planète vivante dans le sens dynamique du terme, un système thermodynamique en perpétuelle transformation, avec un cœur en fusion, une surface en mouvement imperceptible, un bouclier magnétique qui respire et se modifie au rythme de processus que nous ne faisons que commencer à comprendre. Et cette planète fait partie d'un système solaire lui-même en mouvement, autour d'une étoile elle-même en train d'évoluer, dans une galaxie qui a ses propres rythmes cosmiques. Est-ce que les changements dans le noyau terrestre sont complètement isolés des influences extérieures ? Est-ce que le champ magnétique solaire, les cycles de l'activité solaire, l'environnement galactique de notre système solaire, est-ce que tout ça joue un rôle dans ce que nous observons à l'intérieur de notre propre planète ? Les réponses à ces questions, on ne les a pas encore. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'on est encore à l'aube de comprendre notre propre maison. Malgré des siècles de science, malgré des satellites et des supercalculateurs et des sismographes aux quatre coins du globe, la Terre garde encore des mystères, profonds, réels, actifs. Les anomalies que j'ai décrites aujourd'hui, la rotation qui accélère, le pôle qui fuit, la SAA qui s'étend, le noyau interne qui peut-être change de rythme, les signaux sismiques inexpliqués, aucune d'entre elles n'est une catastrophe annoncée. Mais toutes ensemble, elles nous disent quelque chose. Elles nous disent que la Terre est en train de changer, silencieusement, profondément, réellement. Et si tu repenses à cette boussole que tu as peut-être utilisée enfant, ou que tu utilises en randonnée, cette petite aiguille qui pointe vers le nord, sache qu'elle pointe vers quelque chose qui est en train de bouger sous tes yeux. Le nord magnétique d'aujourd'hui n'est plus au même endroit que le nord magnétique de tes parents, encore moins celui de tes grands-parents. Dans 100 ans, où sera-t-il ? Dans 1000 ans ? Peut-être que cette question n'est pas une exception à l'histoire de la Terre. Peut-être que c'est exactement le cœur de cette histoire. Un noyau de fer liquide qui tourne, qui crée un bouclier, qui permet la vie, qui fluctue, qui se réorganise depuis des milliards d'années sur une planète dont nous sommes les derniers nés. Peut-être que ce mystère n'est pas une exception, mais une clé pour comprendre l'univers lui-même. Attends, avant que je te dise quoi que ce soit, j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pas une théorie du